Pensez-vous qu'octobre est synonyme de repos pour le jardinier? Une fois la récolte terminée, on peut souffler et oublier le potager jusqu'au printemps? Eh bien, détrompez-vous. C'est précisément maintenant, en octobre, que vous risquez de commettre des erreurs qui, discrètement mais sûrement, compromettra votre récolte de l'année prochaine. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 10 de ces tueurs silencieux de votre futur jardin. Et je vous assure, certains d'entre eux vous surprendront réellement. Octobre au potager, ce n'est pas la fin de la saison, mais plutôt la pose des fondations pour l'année à venir. C'est le moment où la nature s'endort et avec elle, de nombreux parasites et maladies cherchent un abri douillet pour l'hiver. Vos actions ce mois-ci détermineront si votre terrain deviendra leur confortable villégiature d'hiver ou un obstacle infranchissable. Voyons ensemble où se cachent précisément les principaux dangers. Alors, commençons par l'erreur la plus courante et la plus insidieuse. C'est le piège de tout laisser en l'état. Imaginez la scène. La récolte est terminée, votre dos vous fait souffrir de fatigue et vous contemplez votre potager. Il est couvert de feuilles mortes, de fanes sèches, de tomates, de concombres, de courgettes. La première pensée qui vous vient à l'esprit est « et alors, c'est la nature, c'est organique. Tout va se décomposer pendant l'hiver et se transformer en engrais. » Cela semble logique, n'est-ce pas? Mais en réalité, à cet instant précis, vous n'aidez pas la nature, vous construisez plutôt un hôtel 5 étoiles pour tous les principaux ennemis de vos futures récoltes. Réfléchissez-y. Où vont aller les spores du mildiou qui se trouvent sur les fanes de tomates noircies? Exactement. Elles vont s'y installer confortablement pour l'hiver. Et l'oïdium sur les feuilles de courgettes ou de concombre, il ne disparaîtra pas. Dans ces débris végétaux, les œufs de pucerons, les larves du doryphore, les tétraniques et même les limaces passeront un excellent hiver. Vous leur créez littéralement un lieu de villégiature hivernale parfait. Et que se passera-t-il au printemps? Dès que le premier rayon de soleil chaud réchauffera la terre, toute cette armée de nuisibles et de maladies se réveillera. Affamés, reposés et directement au cœur de l'action, sur vos propres plates-bandes, ils n'auront qu'une hâte, dévorer vos jeunes et tendres pousses comme le dessert principal. Alors, retenez bien ceci, laissez les fanes malades et les tas de feuilles sur vos plates-bandes, ce n'est pas de la paresse, mais plutôt la pose d'une bombe à retardement sous la récolte de l'année suivante. Un autre écueil majeur concerne la fertilisation de votre terre. Une fois la récolte terminée et les parterres vides, une idée tenace s'installe souvent dans l'esprit du jardinier. Pourquoi fertiliser le sol pour l'hiver? Les plantes dorment, elles n'ont besoin de rien. Et c'est ainsi, en suivant cette logique, que la terre reste affamée jusqu'au printemps. Or, il s'agit d'une approche fondamentalement erronée qui affaiblira considérablement vos récoltes futures. En réalité, à l'automne, nous ne nourrissons pas tant les plantes elles-mêmes que les innombrables habitants du sol. Votre sol n'est pas qu'un simple terreau. C'est un monde vivant, à part entière, peuplé de milliards de bactéries utiles, de micro-organismes et bien sûr de vers de terre. Ce sont eux vos principaux alliés. Lorsque vous apportez de la matière organique à l'automne, qu'il s'agisse de compost, de fumier bien décomposé ou même de simples engrais verts fauchés, vous donnez du travail à cette armée souterraine. Ils ont tout l'hiver devant eux pour transformer lentement mais sûrement cette matière organique. Ils la transforment en humus, en ces précieux nutriments sous une forme facilement assimilable dont vos plantes auront tant besoin au printemps. Lorsque le jardin s'éveillera, le sol sera déjà enrichi, regorgera de vie et sera prêt à transmettre toute sa force aux jeunes pousses. Si vous reportez cet apport au printemps, les plantes devront attendre que les engrais commencent à agir. La fertilisation automnale est un investissement à long terme dans la fertilité de votre sol. Passons maintenant à la taille, et c'est là qu'une autre erreur courante nous guette. En octobre, une fois que les feuilles sont tombées, la tentation est grande de prendre le sécateur pour faire de l'ordre. On coupe toutes les branches sèches, chétives ou celles qui partent dans tous les sens. On a l'impression d'aider la plante en la débarrassant de ce qui semble être un fardeau superflu avant l'hiver.
Mais dans cette quête d'un jardin impeccable, on risque de commettre une erreur fatale, se priver de toute floraison pour l'année entière à venir. En effet, un grand nombre d'arbustes d'ornement fleurissent sur le bois de l'année précédente. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les boutons floraux, d'où jailliront de magnifiques fleurs au printemps ou au début de l'été, sont déjà formés sur les rameaux qui se sont développés cette saison. Et si vous les coupez sans réfléchir à l'automne, vous anéantirez littéralement de vos propres mains toute la future floraison. L'exemple le plus parlant est sans doute l'Hortensia macrophylla. En taillant ces rameaux à l'automne, vous êtes garanti de ne pas voir ces célèbres inflorescences en forme de boule l'année suivante. Il en va de même pour le forsythia, de nombreuses variétés de spirée, le weigela, le deutzia. Ces plantes chiavale doivent être taillées impérativement après leur floraison, donc en été. Pour elles, une taille automnale n'est pas un soin, mais un véritable acte de vandalisme. Donc, avant de saisir votre sécateur, assurez-vous 100 fois sur quel type de rameau votre arbuste produit ses fleurs. Sans cela, au lieu d'un jardin éclatant de fleurs, vous n'aurez que du feuillage vert. Maintenant, parlons d'un adversaire que beaucoup de jardiniers, en octobre, ont tendance à ignorer complètement, les mauvaises herbes. On se dit souvent, qu'est-ce qu'elles risquent? Les gelées vont bientôt arriver, et toutes ces chénopodes, chiens, dents et mourons des oiseaux vont simplement geler. On peut se détendre et reporter le désherbage au printemps. Logique? Hélas, non. C'est une erreur grave de plus qui vous causera un vrai casse-tête en avril. Le problème, c'est que vous ne regardez que la surface, alors que la clé se trouve dans les racines, ou plutôt dans les graines. La plupart des mauvaises herbes annuelles ont déjà accompli leur mission principale en octobre. Elles ont eu le temps de libérer des milliers, voire des dizaines de milliers de graines. Ces graines sont de véritables capsules de survie. Elles ne craignent ni le gel, ni la croûte de glace. Elles resteront tranquillement en dormance tout l'hiver dans le sol. Et au printemps, dès que la terre se réchauffera, elles germeront pour former un tapis dense et uniforme. Elles la lèveront bien avant vos cultures. Elles commenceront à priver vos futures carottes et betteraves de précieuses ressources, eau et nutriments, avant même que vous n'ayez eu le temps de semer quoi que ce soit. Le désherbage d'automne, ce n'est pas lutter contre des plantes en fin de vie. C'est détruire le réservoir de graines de mauvaises herbes pour l'année suivante. En y consacrant 1 heure en octobre, vous économiserez des dizaines d'heures au printemps. Chaque plante arrachée avec ses racines maintenant, c'est des centaines, voire des milliers de mauvaises herbes en moins la saison prochaine. Parlons de vos fidèles alliés, les outils de jardinage. Après une saison éreintante, pelle, houe, sécateur et râteau connaissent souvent un triste sort. On les jette simplement dans l'abri de jardin ou sous un appentis, tel quel, avec des mottes de terre et des résidus végétaux collés. L'erreur semble minime, je nettoierai tout au printemps. Mais en réalité, c'est une véritable bombe à retardement, aussi bien pour vos outils que pour vos plantes. Premièrement, la saleté et l'humidité créent les conditions idéales pour la corrosion. Durant un long et humide hiver, la terre laissée sur le métal retiendra l'humidité. Au printemps, vous pourriez bien découvrir des taches de rouille disgracieuses sur votre pelle ou votre sécateur préféré. La rouille ne se contente pas d'altérer l'aspect de l'outil. Elle détruit le métal, rendant les lames émoussées et fragiles. Travailler avec un tel outil deviendra difficile et inefficace. Mais il y a une seconde menace, bien plus grave encore. Sur les résidus de terre et de plantes peuvent subsister des spores de maladies fongiques, telles que le mildiou, l'oïdium ou la rouille. Au printemps, vous prendrez ce sécateur apparemment inoffensif, commencerez à tailler un arbre sain ou un rosier, et vous lui transmettrez vous-même l'infection. Votre outil se transformera alors en une véritable seringue à infection. C'est pourquoi une règle simple, nettoyer, sécher, et pour les parties coupantes, désinfecter et huiler, n'est pas un caprice, mais la garantie de la santé de votre jardin et de la longévité de votre matériel. Parlons maintenant du tapis vert de votre jardin. Votre pelouse, si vous en avez une. En octobre, la croissance de l'herbe ralentit considérablement, et on pourrait croire qu'elle ne nécessite plus aucune attention avant le printemps.
C'est là que beaucoup commettent une erreur en laissant leur pelouse passer l'hiver sous un épais tapis de feuilles mortes. Certes, cela peut sembler naturel, comme dans une forêt, mais une pelouse n'est pas une forêt, et ce genre de soin peut tout simplement la tuer. Imaginez ce qui se passe. Une couche épaisse et dense de feuilles humides prive totalement l'herbe d'air et de lumière. Sous ce couvercle, la pelouse s'asphyxie et commence à macérer. Cela crée un environnement idéal, humide et chaud, pour le développement de moisissures et de maladies fongiques, notamment la pourriture grise. C'est une sorte de toile d'araignée grise ou rosée qui, au printemps, après la fonte des neiges, se manifestera sous forme de taches disgracieuses et de zones dégarnies sur votre pelouse. Les feuilles forment une croûte feutrée qui empêche l'herbe de respirer. Au final, au printemps, vous risquez de ne pas retrouver un tapis d'un vert éclatant, mais plutôt un champ tacheté, affaibli, avec des zones d'herbe pourries et mortes. Remettre une telle pelouse en état sera long et difficile. C'est pourquoi le dernier effort de l'automne consiste à prendre vos râteaux et à ratisser méticuleusement toutes les feuilles mortes de votre pelouse. Cela lui permettra de respirer et l'aidera à passer l'hiver sans encombre. La 7e erreur concerne les plantations, car octobre est un excellent mois pour de nombreuses cultures. On a cette envie pressante de planter de l'ail, des oignons de semis avant l'hiver, ou de créer une magnifique allée de tulipes et de narcisses. Mais attention, c'est là que réside le piège. Un mauvais timing. Beaucoup se précipitent et plantent leurs bulbes dès le début octobre, alors que l'automne est encore doux et s'attarde. On pourrait penser que c'est une bonne chose, qu'ils auront plus de temps pour s'enraciner. Mais en réalité, cela peut entraîner la perte de tout votre matériel de plantation. Le problème est que si la plantation est trop précoce, dans un sol encore chaud, les bulbes ne se contentent pas de s'enraciner, ils commencent à pousser activement. Ils émettent de jeunes pousses vertes, de tendres germes perçant la surface du sol. Et qu'arrive-t-il ensuite? Les premières gelées sérieuses, qui peuvent frapper dès novembre, anéantiront purement et simplement cette jeune verdure. La plante aura épuisé toutes ses forces dans cette croissance prématurée et il ne lui restera plus d'énergie pour survivre au véritable hiver. Au printemps, elle ne germera pas du tout ou sera très faible et ne donnera ni récolte ni floraison normale. Le moment idéal pour ces plantations d'automne est lorsque la température du sol descend et se stabilise entre +5 et +7 degrés Celsius. Cela se situe généralement fin octobre, voire début novembre. Le principal repère est qu'il doit rester 2 à 3 semaines avant les gelées persistantes. Ce laps de temps est suffisant pour que les bulbes s'enracinent correctement, sans pour autant démarrer leur végétation. Alors, dans ce domaine, la précipitation est votre pire ennemi. De nombreux jardiniers commettent une erreur courante. Ils font preuve d'un excès de confiance envers leurs jeunes plantations. Ils pensent qu'un jeune pommier ou un rosier qui a survécu à l'été est déjà assez robuste pour affronter l'hiver. Et ils le laissent sans protection, seul face aux futurs gels, vents et animaux affamés. C'est une grave erreur qui peut vous coûter votre jeune jardin. L'hiver est une épreuve redoutable. Premièrement, les rongeurs. Souris et lièvres affamés ne trouveront pas d'autre nourriture en hiver que l'écorce des jeunes arbres et arbustes. Leur écorce tendre et juteuse est un véritable délice pour eux. En une seule nuit, ils peuvent de ronger le tronc sur tout son pourtour, entraînant la mort inévitable de l'arbre. Envelopper les troncs d'un grillage spécial ou même de vieux collants n'est donc pas un caprice, mais une nécessité vitale. Deuxièmement, le soleil éclatant de février et mars. De jour, il réchauffe intensément l'écorce foncée, et la nuit, le gel fait son œuvre. Cette brusque alternance de température provoque l'apparition de fissures dans l'écorce, appelées gélivures. Ce sont des portes ouvertes aux infections. Le chaulage des troncs n'est pas une question d'esthétique. C'est une protection solaire qui réfléchit les rayons et protège l'arbre des brûlures. Les rosiers délicats et autres arbustes frileux ont également besoin d'être couverts pour que leurs bourgeons ne gèlent pas. Laisser une jeune plante sans protection pour l'hiver, c'est comme envoyer un enfant dehors par grand froid sans bonnet ni moufle. La 9e erreur, fréquemment observée même chez les jardiniers les plus expérimentés, concerne l'arrosage en octobre. 2 extrêmes sont à éviter.
tous deux ayant des conséquences néfastes. Le premier consiste à cesser complètement d'arroser le jardin, sous prétexte que les pluies automnales seront suffisantes. Le second, c'est de maintenir un arrosage estival pour les plates-bandes, sans laisser la terre sécher. La vérité, comme souvent, se situe entre ces deux extrêmes, et elle se nomme l'arrosage d'hivernage. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez les arbres et les arbustes. En automne, ils se préparent à un long et sec hiver. Le gel assèche le sol tout autant que la chaleur estivale, tandis que le vent dessèche les branches. Si le système racinaire aborde l'hiver dans une terre desséchée, la plante souffrira de déshydratation. Ceci l'affaiblirait considérablement, pourrait entraîner le gel de certaines branches et un mauvais démarrage au printemps. C'est pourquoi, fin octobre, après la chute des feuilles, mais avant l'arrivée des gelées persistantes, il est impératif de procéder à un arrosage abondant et profond. L'objectif est d'imbiber le sol en profondeur, jusqu'à 1,5 m dans la zone des racines. L'eau ainsi imprégnée dans la terre créera une réserve d'humidité qui nourrira les racines tout au long de l'hiver. Cela renforcera la rusticité des plantes et les aidera à mieux supporter le stress des températures hivernales. Mais attention, il ne faut pas non plus exagérer. Cet arrosage ne se fait qu'une seule fois, mais très généreusement. Inonder les plates-bandes en permanence, au risque de créer un marécage, est à proscrire, car cela pourrait entraîner le pourrissement des racines. Enfin, la 10e et dernière erreur, souvent commise avec les meilleures intentions du monde et le désir d'un jardin impeccable, est de laisser la terre parfaitement propre, nue et profondément bêchée pour l'hiver. On pourrait croire que c'est le summum de l'art agronomique. Les mauvaises herbes sont éliminées, les larves de nuisibles exposées au gel, la terre est meuble et agréable à l'œil. Pourtant, en réalité, en laissant le sol dans cet état dénudé, nous lui causons un tort considérable. La nature a horreur du vide et d'un sol nu. Une terre non protégée en hiver est soumise à plusieurs facteurs destructeurs. Premièrement, elle gèle plus profondément. La croûte de glace détruit la structure du sol, transformant les mottes fertiles en poussière. Deuxièmement, les vents hivernaux emportent la couche supérieure la plus fertile, provoquant l'érosion. Troisièmement, un sol nu est un arrêt de mort pour une multitude de micro-organismes bénéfiques et de vers de terre, qui gèlent purement et simplement sans leur couverture protectrice. Alors que faire? Au lieu de laisser la terre à nu, il faut la couvrir. Ce processus s'appelle le paillage. On peut utiliser de l'herbe coupée, de la paille, des feuilles mortes saines ou des engrais verts semés à l'automne. Le paillis agit comme une couverture chaude. Il protège le sol du gel et de l'érosion éolienne, maintient sa structure et son humidité, et au printemps, en se décomposant, il devient un formidable amendement organique. Ainsi, un sol nu en hiver n'est pas un signe d'ordre, mais plutôt un indicateur de stress pour votre potager. Penchons-nous sur un autre aspect du compost souvent négligé. De nombreux jardiniers, après avoir fait le ménage dans leurs plates-bandes, jettent pêle-mêle tous les fans, feuilles et résidus végétaux dans leur tas de compost. L'idée est excellente. Transformer des déchets en un engrais précieux. Mais une grave erreur peut se cacher là, si l'on procède sans discernement. Tous les végétaux ne sont pas dignes de devenir le futur garde-manger de vos cultures. Imaginez que cette année, vos tomates aient souffert du mildiou, vos concombres de l'oïdium et les feuilles de votre pommier de la tavelure. Si vous envoyez tous ces restes de plantes malades au compost, vous ne détruirez pas la maladie, bien au contraire. Vous créerez même un environnement parfait pour sa survie et sa conservation. Les spores des champignons passeront l'hiver sans problème, bien au chaud dans votre composteur, et que se passera-t-il au printemps ou l'année suivante, lorsque vous prendrez ce beau compost mûr, d'apparence si parfaite, pour l'épandre dans vos plates-bandes? Vous allez, de vos propres mains, répartir l'infection de manière égale partout dans votre potager. Vous infecterez un sol sain et condamnerez vos futures porteurs plantations à une série de maladies. Retenez donc cette règle d'or, seul le compostage des résidus de plantes saines est autorisé.
Tous les végétaux malades, les feuilles tachées et les fruits abîmés doivent être impitoyablement brûlés ou jetés loin de votre parcelle. Dans le cas contraire, votre compost, au lieu d'être une source de fertilité, deviendra une véritable bombe infectieuse. Mais qu'en est-il de votre précieux allié, la serre? C'est une grave erreur de se contenter d'arracher les derniers du vestige des cultures après la récolte et de cadenasser la porte jusqu'au printemps. On pourrait penser que tout est à l'abri à l'intérieur, et que le gel hivernal fera le reste. En réalité, vous n'offrez pas un abri vide pour l'hiver, mais un véritable incubateur pour les nuisibles et les maladies. Le microclimat de la serre est un véritable paradis pour de nombreuses calamités du potager. Dans les moindres recoins de la structure, la couche superficielle du sol, les attaches oubliées et les débris végétaux, les nuisibles les plus tenaces et insidieux trouvent un abri idéal pour l'hiver. On y trouve en premier lieu l'araignée rouge qui affectionne particulièrement la chaleur et la sécheresse. On y retrouve également les nymphes de la mouche blanche, ainsi que les spores de maladies fongiques comme la cladosporiose. Au printemps, dès les premiers rayons de soleil réchauffant l'air, toute cette armée se réveillera, trouvant des conditions idéales pour se multiplier. Vos jeunes et tendres semis deviendront alors leur premier et plus délectable festin. Pour éviter cela, un grand nettoyage d'automne de la serre est absolument indispensable. Il faut impérativement retirer tous les résidus végétaux, démonter et désinfecter les attaches, laver minutieusement le polycarbonate ou le verre, et surtout procéder à une désinfection en profondeur. Vous pouvez utiliser une pastille de soufre fumigène ou traiter toutes les surfaces et le sol avec des solutions fongicides. Ce n'est qu'ainsi que votre serre pourra accueillir le printemps, saine et sécurisée. Beaucoup de jardiniers, notamment les novices, ont tendance à négliger une pratique ancestrale, le chaulage des troncs d'arbres, la considérant souvent comme dépassée. Elle est fréquemment perçue comme un simple embellissement, destiné à donner au verger un aspect plus net et ordonné. D'autres y voient une protection contre les insectes rampants. Pourtant, la véritable vocation de ce chaulage automnal, sa fonction vitale, est tout autre. Et négliger cette étape peut causer des dégâts considérables à vos arbres. Le principal ennemi de l'écorce en hiver n'est pas tant le gel que le soleil. Plus précisément, les brusques écarts de température. Imaginez une claire journée de février ou de mars. Le soleil, déjà printanier, brille de mille feux et réchauffe intensément le tronc sombre de l'arbre, particulièrement sur sa face sud. Les tissus de l'écorce et le cambium sous-jacent s'éveillent, amorçant un mouvement de sève. Et la nuit, un gel intense s'abat. Le liquide contenu dans les tissus gèle, se transforme en glace et fait éclater les cellules. Il en résulte l'apparition de profondes fissures longitudinales sur l'écorce que l'on appelle des gélavures. Ces fissures ne sont pas qu'un simple défaut esthétique. Ce sont des plaies ouvertes par lesquelles les spores de champignons lignivores, comme les polypores et d'autres infections, peuvent aisément pénétrer dans le tronc. La couleur blanche du chaulage agit comme un réflecteur. Elle empêche le tronc de surchauffer au soleil, lissant ainsi les variations de température journalières. Ainsi, le chaulage n'est pas une simple parure, mais une mesure protectrice capitale qui préserve vos arbres de traumatismes graves. Et voici une autre erreur, souvent négligée, qui se produit une fois que tout le travail au jardin semble terminé. Elle concerne la conservation de cette récolte même, celle pour laquelle vous avez tant donné. Vous avez cueilli de magnifiques pommes, déterré de belles pommes de terre et rempli votre cave de bocaux de conserve maison. On pourrait penser que le plus dur est le fait. Mais une mauvaise organisation du stockage peut entraîner qu'au milieu de l'hiver, vous soyez contraint de jeter, avec regret, une grande partie du fruit de votre labeur. Chaque type de fruits et de légumes nécessite des conditions de conservation qui lui sont propres et uniques. Par exemple, les pommes, lorsqu'elles sont stockées, dégagent de l'éthylène, un gaz qui accélère le mûrissement et la détérioration d'autres légumes. Si vous placez des pommes à côté des pommes de terre, ces dernières commenceront rapidement à germer et à se flétrir. Et si vous les conservez près de carottes ou de betteraves, celles-ci développeront un goût amer.
Pour la conservation des pommes de terre, l'obscurité totale est essentielle. Sinon, les tubercules commencent à produire de la solanine, une substance toxique, et verdissent. Les courges, à l'inverse, nécessitent un endroit chaud et sec. Quant aux choux, ils ont besoin de fraîcheur et d'une humidité élevée. Entasser toute votre récolte pêle-mêle dans la cave est un moyen garanti de la gâcher rapidement. Par conséquent, se renseigner sur les règles de stockage combinées et créer des zones appropriées pour chaque type de culture est une étape tout aussi cruciale que leur culture elle-même. Et voici la conclusion la plus importante, et peut-être la plus paradoxale. La plus grande erreur commise en octobre est cette quête d'une propreté idéale presque stérile dans votre jardin. On ramasse toutes les feuilles, on brûle tous les résidus de culture, on laisse une terre nue, labourée, et on a l'impression d'avoir fait le bon geste. Mais en réalité, c'est ainsi que nous privons le sol de matière organique, que nous tuons les micro-organismes et insectes utiles, et que nous laissons la terre sans défense face au gel et au vent. La nature n'aime ni le vide, ni la stérilité. Il s'avère que l'entretien correct en octobre n'est pas un nettoyage total, mais une préparation judicieuse. Il s'agit de créer les bonnes conditions pour l'hivernage, non seulement pour les plantes, mais aussi pour l'écosystème même de votre jardin. Vos efforts d'octobre sont un investissement dans la santé du sol, dans la protection contre les ravageurs et, en fin de compte, dans une floraison luxuriante et une récolte abondante l'été prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun nouveau conseil pour votre jardin et votre potager. Et maintenant, une question pour vous. Quelle erreur de cette liste avez-vous commise le plus souvent, sans même vous en douter? Ou peut-être avez-vous un 11e point, le vôtre, que vous aimeriez partager? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Apprenons ensemble.